sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le marché des graines de culture bio. Quand on fait cette présentation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui nous reviennent à chaque fois. Donc, on a décidé en fait, de faire une foire aux questions et essayer de répondre directement à des questions, bien sûr avec les éléments que nous avons à notre disposition. C'est clair que certaines questions restent difficiles à traiter de façon très précise. On n'a pas de boule de cristal et il y a parfois des enjeux qui nous échappent. Vous en aurez sans doute d'autres qui viendront enrichir cette présentation et approfondir ces premières questions. Également, au cours de la présentation, pour un échange plus interactif, je vais vous poser quelques questions auxquelles vous pourrez répondre directement dans le chat et ça va nous permettre un peu de se tester sur les connaissances sur le marché des graines de culture bio. Pour commencer, une première question. Quelle évolution de la production en agriculture bio en France? Question basique mais nécessaire. Donc, si on regarde la production bio en France en 2019, toute production confondue, au niveau des surfaces nationales, on était à 8,5% de la SAU totale, ce qui représentait à peu près 2,3 millions d'hectares, avec une progression de 13% par rapport à 2018. Et il faut savoir que c'est une production qui a doublé en l'espace de 5 ans, et ça représente à peu près en 2019 10% des agriculteurs français. Au niveau de la politique, ce qui cadre cette progression et le développement de l'agriculture biologique, ça a été le plan Ambition Bio 2022, avec un objectif d'atteindre 15% de SAU en agriculture biologique en 2022, toutes filières confondues. Et puis dans la perspective plus loin, on entend beaucoup parler en ce moment de pacte vert ou de Green Deal, avec un pourcentage de SAU en agriculture biologique au niveau de l'Union européenne à 25% à horizon 2030. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore, mais c'est très probable que la France suive cette ambition pour le niveau national, ce qui serait en fait dans la continuité de la stratégie nationale. Si on regarde la carte qui représente la répartition en fait de la SAU en agriculture biologique sur le territoire, la couleur des départements représente le pourcentage de SAU bio par rapport au pourcentage de SAU total. Et puis la longueur de la barre, ça donne une indication sur le nombre d'hectares en bio et puis les hectares en conversion et certifiés. Donc comme vous en doutez, voilà, au niveau de toute production, le Sud est très majoritaire sur les productions bio et puis on retrouve des zones comme Pays de Loire également ou Bourgogne qui sont très productrices d'agriculture biologique. Au niveau de l'Occitanie, par exemple, on est à 16% de la SAU en bio. Puis il y a d'autres secteurs comme les Hauts-de-France qui sont un peu en recul, mais avec une forte progression, avec plus 18% de SAU en bio en 2019 par rapport à 2018, donc avec une progression à 2 chiffres. Si on regarde les productions maintenant qui sont cultivées sur le territoire français, avec le diagramme là, sur la répartition des surfaces en bio en 2019, on s'aperçoit qu'en fait, 3/4 des surfaces sont des surfaces fourragères en agriculture biologique, avec une grande partie de surfaces toujours en herbe, comme par exemple, c'est ce qui explique que sur la carte, par exemple, le département de la Lozère sont en marron foncé, et puis une grosse part aussi de cultures fourragères, et viennent ensuite les grandes cultures. Au niveau des graines cultures bio, donc c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, en fait, il y a une forte progression actuelle et à venir. Et une première question que j'aimerais vous poser et à laquelle vous pouvez répondre dans le chat, quel est selon vous, est-ce que vous avez l'info sur le premier département producteur de graines culture en agriculture biologique en 2019? Je vous laisse donner votre réponse dans le chat et on analysera vos réponses plus tard et on y reviendra. Au niveau des surfaces de graines culture en 2019, on est à 4,9% de SAU en agriculture biologique, dont 1/4 en conversion, en année de conversion. C'est une progression de 2,5
en 5 ans. C'est la plus forte progression des productions végétales. Avec le graphique en bas, vous voyez l'évolution des surfaces de grandes cultures bio, avec une forte dynamique de conversion ces 5 dernières années. On est à plus 17% de surface par rapport à 2018, en 2019, et plus 11% d'exploitation, avec des exploitations qui se convertissent, qui sont en moyenne plus grandes. Il faut savoir que 38% des surfaces étaient également en conversion lors de la campagne 2019-2020. Sur 2019, on voit aussi que les surfaces de grandes cultures en première année de conversion sont en léger recul de 6%. Mais il y a quand même une dynamique de conversion qui se maintient et globalement, et malgré un léger tassement dans le sud-ouest, mais qui est largement compensé par de nouvelles dynamiques, par exemple dans la région Grand Est ou dans la région Hauts-de-France. Il faut savoir qu'on n'a pas encore les chiffres là affichés, mais en 2020, la dynamique continue. Au 1er octobre 2020, on était à 1162 nouvelles exploitations qui ont déclaré des grandes cultures bio comme production principale et qui se sont notifiées à l'agence bio. En 2019, on était à même pas 20 exploitations de plus. Donc, on est vraiment dans une dynamique encore très haussière. Et sur la campagne 2020-2021, les surfaces de grandes cultures certifiées en agriculture biologique sont attendues en forte augmentation avec 30%. Et un léger recul sur les surfaces cultivées en deuxième année de conversion de 10%. Comme je vous ai parlé tout à l'heure du plan Ambition Bio, en fait, les filières ont également, suite à ça, établi des plans filières bio, avec pour objectif une multiplication par 2 des surfaces de grandes cultures en 5 ans et d'atteindre l'autosuffisance à horizon 5 ans, donc à horizon 2022-2023. Pour cela, les filières de grandes cultures ont tablé sur une production de 15% des surfaces par an à partir de 2018-2019. On voit qu'on est tout à fait dans cette dynamique-là. Il y a eu également un fort développement de la meunerie et des fabricants d'aliments du bétail et chacun a également défini des objectifs. La meunerie, par exemple, a défini un objectif pour atteindre l'autosuffisance à horizon 2023 d'une progression des utilisations d'à peu près 15% par an. Pour les fabricants d'aliments du bétail, ils ont tablé sur une progression de 12% par an d'utilisation pour atteindre l'autosuffisance. Je vais vous donner la réponse à la question que j'ai posée et voir si vous étiez bien dans la tendance. Donc la carte là que je vous présente, ça donne la répartition des surfaces de grandes cultures cultivées en agriculture biologique en 2019. Donc c'est des surfaces à la fois en certifié agriculture biologique et les surfaces en conversion. La couleur du département représente tout simplement le nombre d'hectares en agriculture biologique. Au niveau du classement, le premier département est loin devant, c'est le Gers, avec environ 60 000 hectares. Puis en deuxième position, un peu loin derrière, quand même, il faut le dire, Lyon, avec 29 000 hectares. Puis la Haute-Garonne, avec 21 000 hectares. On voit qu'il y a un développement assez différencié selon les régions, avec un fort développement dans le sud-ouest. Également un développement en Pays de Loire et cela en lien avec l'élevage. Et puis une zone également en Bourgogne-Franche-Comté où on note un fort développement. C'est vrai que les bassins traditionnels de production sont plutôt en retard, mais il y a une forte progression ces dernières années avec de nouvelles dynamiques, comme je vous le disais, dans le Grand Est, mais également en Hauts-de-France. Et c'est vrai que quand on analyse cette carte, on se rend compte que là où sont positionnées les surfaces de grandes cultures, c'est plutôt en fait dans les zones intermédiaires. Si on s'intéresse maintenant à l'assolement de grandes cultures bio, donc en 2019, on était à plus de 570 500 hectares de grandes cultures bio. Donc, à peu près 3/4 des surfaces étaient en céréales, incluant des mélanges céréales protéagineux. Quand on regarde le diagramme, la caractéristique des grandes cultures bio, c'est la diversification des assolements.
à la fois pour des raisons agronomiques, mais également avec des possibilités de marché derrière. Si on s'intéresse plus particulièrement aux céréales, on a environ 60% des surfaces de grandes cultures bio qui sont cultivées en céréales. Et si on inclut les mélanges céréales légumineuses, on arrive à 3/4 de l'assolement. Les mélanges céréales légumineuses, c'est vraiment une caractéristique des systèmes de culture en agriculture biologique. Tout d'abord, pour leur avantage agronomique, ça permet de produire des protéagineux qui sont plus difficiles de produire en pur, pour leur sensibilité notamment aux maladies ravageurs, et c'est notamment le cas du pois. Il faut savoir que là, les mélanges céréales légumineuses représentent 13% de l'assolement, mais il y a une grande partie qui est autoconsommée dans les exploitations notamment de polyculture élevage. Et si on prend en compte ces autoconsommations, on arriverait plutôt à une solde de 20% de grandes cultures. On remarque aussi qu'il y a une grande part de blé tendre, donc plus de 23% en 2019, sauf que cette part, en fait, elle est beaucoup plus réduite qu'en conventionnel. À conventionnel, on est à peu près à 40% de l'assolement de grandes cultures qui est en blé tendre. Donc cette moindre part, ça se fait au profit de céréales dites secondaires, mais qui sont loin d'être secondaires en agriculture biologique. Donc en céréales, on a également l'orge avec 8,5%, puis ensuite le triticale avec 5%, le sarrasin, l'avoine, l'épeautre, etc. Il faut savoir que pour le blé dur, on était à peu près à 10 000 hectares en 2018 et on est passé à 5 500 hectares en 2019, donc avec une forte baisse des surfaces. C'est aussi le cas pour le sarrasin. Au niveau des oléagineux, en fait, c'est surtout du soja et du tournesol qui sont cultivés. Très peu de colza, même si le marché est là et que les prix sont très attractifs. C'est plutôt risqué d'en faire en bio puisque c'est une culture plutôt gourmande en azote et avec un risque ravageur fort. En 2018, on était à peu près à 16 000 hectares de colza et en 2019, on est passé à 11 000 hectares. Au niveau des protéagineux cultivés en pur, cette fois, c'est surtout de la févrole, puis du pois. Mais c'est vrai que le pois, on le préfère le cultiver en association. L'intérêt de ces cultures, c'est d'apporter de l'azote dans la rotation. Il y a la dynamique des protéagineux est plus faible par rapport aux autres espèces. Et on rencontre ces dernières années aussi des problématiques de débouchés pour ces cultures-là, qui sont en fait des cultures principalement à destination de l'alimentation animale. Et c'est vrai que le débouché alimentation humaine, ça pourrait remplacer et faire développer les surfaces en protéagineux, mais il n'est pas encore assez développé. Et puis ça demanderait de fortes exigences qualité également. Une autre spécificité des assolements de grandes cultures bio, ce sont les légumes secs, avec des surfaces beaucoup plus importantes qu'en conventionnel et qui s'accroissent. En fait, les légumes secs, c'est par exemple le pois chiche ou la lentille. On est à une progression de 28% des surfaces en 2019 par rapport à 2018. Il faut savoir que si on prend la SAU totale de légumes secs, que ce soit bio ou conventionnel, le bio représente 34,5% des surfaces de légumes secs. Donc c'est quand même considérable. Au niveau des enjeux pour les filières de grandes cultures bio, ça va être de valoriser l'ensemble de cet assolement très diversifié, donc d'avoir des débouchés en face pour assurer cette valorisation. Puis ensuite, on voit aussi l'émergence de nouvelles filières, comme l'orge de brasserie, ou encore la betterave ou les légumes d'industrie, qui sont en fait des cultures qu'on retrouve plutôt dans le nord de la France et qui pourraient débloquer pour l'avenir des surfaces de céréales, de grandes cultures en agriculture biologique. Une autre filière qui est en développement et où il y a vraiment une volonté de développement de la part des acteurs de la filière, c'est la filière blé dur, qu'on retrouve
localisés principalement dans le sud-ouest, dans le sud-est, mais aussi en Poitou-Charentes, mais également un peu partout en France. C'est ce qui fait la différence avec le conventionnel. Si on s'intéresse plus particulièrement aux surfaces de céréales, donc en bio et en C2, bon, on voit la nette progression, hein. C'est indéniable, notamment pour le blé tendre, avec une progression de 17% par rapport à 2018, et ça représente à peu près 4,5% des surfaces de céréales françaises. Pour aller plus loin, je vous ai mis la carte de répartition des surfaces en bio des 4 principales cultures de grandes cultures cultivées en France en 2019. Donc là, ça comprend les surfaces certifiées agriculture biologique et les surfaces en conversion. Donc en blé tendre, on a une progression de 19%. On voit en fait que la répartition sur le territoire, ça suit la répartition des grandes cultures bio, plutôt dans les zones intermédiaires et historiques en agriculture biologique. Si on regarde la carte des mélanges céréales légumineuses, la progression des mélanges est très forte en 2019 avec plus de 21% par rapport à 2018. On est environ à 75 300 hectares. On voit qu'elle se localise principalement dans les zones d'élevage, car il y a une grande part qui est autoconsommée. Puis effectivement, là où il y a en fait des grandes cultures, pour à la fois réussir à produire des protéagineux et également améliorer la qualité des céréales et produire du blé meunier, par exemple. Au niveau du maïs grain, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, la répartition sur le territoire suit en fait la répartition au niveau des zones traditionnelles de production de maïs en conventionnel, donc plutôt sur l'ouest de la France et puis l'Alsace. Au niveau des orges, dans les chiffres, on n'a pas de distinction avec le débouché orge fourragée ou orge brassicole, donc ça rassemble toutes les orges cultivées. On est environ à 49 000 hectares cultivés en 2019, avec une progression de 22%. Il faut savoir qu'au niveau des zones d'élevage, c'est plutôt de l'orge d'hiver qui est cultivée dans les zones d'élevage, et puis de l'orge de printemps qui est plutôt cultivée dans les zones de grande culture pour le débouché brassicole. Si on s'intéresse maintenant, qu'on ne parle plus d'hectares, mais qu'on parle de tonnes, si on s'intéresse à la collecte de grandes cultures bio, je vous ai mis là le graphique jusqu'à la collecte 2019-2020, en fait, qui est sur la récolte 2019. Et je vous pose une petite question à laquelle vous pouvez répondre dans le chat. Quelle est selon vous l'évolution sur la récolte 2020 et donc pour la collecte 2020-2021, avec une évolution plutôt à la baisse ou à la hausse? Je vous laisse répondre dans le chat et je vous indique la réponse bientôt. Donc, au niveau de la collecte, on voit en fait que contrairement aux surfaces qui sont en constante augmentation, la production est beaucoup plus fluctuante. Donc, avec des très bonnes récoltes ou avec des récoltes moins bonnes. Donc, c'est le cas avec une très bonne récolte en 2019-2020 qui a été couplée en fait avec une forte augmentation des surfaces, ce qui a créé un réel boom de la collecte avec de fortes proportions en C2. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, je vous ai mis la progression sur la collecte 2019-2020 par rapport à la collecte précédente. Vous voyez que les pourcentages d'évolution sont énormes. Il faut savoir que les possibilités d'utilisation du C2 se font surtout en alimentation animale, mais cette utilisation est limitée par la réglementation bio européenne, avec un maximum d'incorporation à 30% dans les rations, et qui devrait passer en 2022 avec le nouveau règlement à 25%. Il faut savoir que si les opérateurs, s'ils n'arrivent pas à exporter cette proportion de C2, il y a de forts risques de déclassement en conventionnel, comme ça a pu être le cas sur la récolte 2019.
Si je vous révèle les chiffres de la récolte 2020 et donc de la collecte 2020-2021, qui sont évidemment des chiffres prévisionnels, ben on voit que sur toutes les céréales d'hiver, ben, il y a une forte diminution. Cela s'explique par deux facteurs. D'une part, les mauvaises conditions climatiques qui ont créé les mauvaises conditions climatiques au semis qui ont engendré une diminution des emblavements des cultures d'hiver au profit des cultures de printemps. Et puis des aléas qui se sont poursuivis et qui ont abouti à des rendements moins bons cette année. Donc au niveau du blé tendre, on est à une collecte en forte baisse à 215 000 tonnes en prévisionnel, avec une baisse, si on prend bio et C2, de 14% par rapport à 2019, alors qu'en fait les surfaces, comme vous l'avez vu, ont fortement augmenté. Il y a toujours une part importante de ces deux produits malgré tout. Faut savoir que la qualité a quand même été au rendez-vous. Donc, selon l'enquête de France Agrimaire et d'Arvalis sur la collecte de blé tendre, on obtient une moyenne de 11,1% de protéines, de bons PS, de faibles teneurs en eau, des temps de chute d'Ackberg élevés et des qualités sanitaires satisfaisantes également. Au niveau du maïs, j'ai pas la tendance, je peux pas vous révéler le chiffre encore aujourd'hui parce que les chiffres sont pas stabilisés au niveau de France Agrimaire. Ce que je peux vous dire, c'est que la tendance est plutôt à une augmentation de la collecte pour 2020-2021. Il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer cela. Même si les rendements en maïs cette année n'ont pas été forcément au rendez-vous, en fait, d'une part par l'augmentation des surfaces et puis par le report en fait de semis des céréales d'hiver en culture de printemps. En fait, c'est une tendance plutôt haussière pour la collecte 2020-2021. Et puis, on observe aussi une diminution de la part de C2, parce qu'en fait, l'an dernier, il y avait eu des déclassements de C2 en conventionnel et en fait, les agriculteurs ont été plus réticents à faire du maïs en C2 cette année. Au niveau des protéagineux, donc fèvre, lait, pois, on est aussi à une diminution pour moitié par rapport à l'année précédente. Ça pose des questions et puis comme je vous le disais, ça illustre bien le manque de débouchés pour ces cultures-là. C'est une question vraiment qu'il va falloir traiter au sein de la filière pour essayer de trouver une solution, car ce sont vraiment des cultures primordiales pour les systèmes de grande culture bio. Au niveau du tournesol et du soja, je n'ai pas encore les chiffres stabilisés. Les rendements, il s'avère qu'ils ne sont pas terribles non plus cette année. Mais il se pourrait que les tendances de collecte se maintiennent, comme je vous l'ai dit, pour le report d'emblavement de céréales de printemps vers les cultures d'été. Les enjeux pour la filière de grande culture bio, ça va être vraiment pour valoriser ces volumes produits, d'investir pour augmenter les capacités de stockage et de transformation. Et puis de structurer des filières solides à la fois au niveau régional, mais sans perdre de vue le contexte global. Je laisse mon collègue Régis vous présenter la prochaine question. Merci Amélie. Donc, je vous propose, maintenant qu'on a vu les aspects production, comment sont utilisées ces céréales, ces grandes cultures. Donc, si on regarde les évolutions des utilisations des grandes cultures en France, on se rend compte qu'il y a deux productions qui tirent vraiment l'utilisation. C'est bien sûr les céréales, la meunerie, hein, et on verra que c'est particulièrement le blé, mais aussi et principalement les céréales qui sont utilisées pour les fabrications de l'aliment du bétail. Hein, et on constate que les utilisations n'ont cessé de croître de façon assez régulière, ce qui n'est pas toujours en adéquation avec la production, parce que la production connaît des aléas, mais par contre la consommation, elle, est en
croissance constante. On observe qu'entre 2013 et 2019, l'utilisation a doublé sur notre territoire. Donc ce sont les filières animales qui tirent les productions de grandes cultures. Les protéagineux sont aussi présents, mais même s'ils sont utilisés en fabrication d'aliments du bétail, on sait pas, on constate que l'utilisation de protéines dans les fabrications d'aliments du bétail peut provenir aussi d'importations. Donc, quid de l'utilisation de ces protéagineux lorsque la réglementation sur l'usage à 100% d'aliments bio dans les aliments pour le bétail sera mise en place. Donc les FAB, c'est un marché qui a triplé entre 2010 et 2018, mais il faut quand même rester complètement lucide. Ça ne représente encore que 2,5% de la production d'aliments du bétail au niveau national, tout confondu. Donc sur l'utilisation humaine, on voit sur la diapo en bas à droite que c'est le blé qui est le principal ingrédient utilisé par les meuniers. Hein. Et aujourd'hui, on est à 194 000 tonnes de blé utilisées en meunerie. Et c'est essentiellement du blé. Hein, voilà. Les autres céréales représentent que 15 000 tonnes, hein, c'est relativement peu. Si maintenant on se concentre sur la fabrication d'aliments du bétail, eh bien on voit que les utilisations sont beaucoup plus diversifiées, hein, avec une partie importante du maïs qui représente sur la récolte 2019, 117 000 tonnes de maïs consommées par les fabricants d'aliments du bétail, 60 000 tonnes pour le blé, 40 000 tonnes pour l'orge, 72 000 tonnes pour le blé, donc pour le triticale, pardon. Donc le triticale, c'est une espèce rustique qui est connue pour être bien adaptée en système bio et donc qui est bien valorisée dans l'alimentation du bétail. Et puis autre céréales, 14 000 tonnes, c'est aussi parfois des céréales qui peuvent être déclassées pour l'utilisation humaine, qui sont transvasées vers l'utilisation animale. Donc voilà, ces utilisations suivent la consommation, mais ne sont pas forcément en adéquation avec la production qui, elle, connaît davantage d'aléas en tout genre. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter sur cette partie-là. On va maintenant répondre à une question qui ressort également souvent. Donc, quelle est la capacité des marchés à absorber les volumes produits? Donc, comme vous avez vu, la demande en produits bio est croissante et stable, alors que l'offre est moins importante et beaucoup plus fluctuante. Donc, ça pose pas mal de questions. Ce qui fait une limitation de l'offre. Également, vous avez vu, Régis vous a montré que les transformateurs sont également en demande de produits bio et c'est également le cas de distributeurs. Donc, ce qui fait que la demande est encore plus forte aujourd'hui que l'offre. Mais on peut se poser la question, si cette année, en fait, les rendements avaient été bons, dans quelle situation on se serait retrouvé? Et ça, je ne sais pas vous le dire aujourd'hui. Je vous ai mis là un graphique avec le cas du marché du blé tendre. Il faut savoir qu'en 2019, on avait presque atteint l'autosuffisance. On était à 96% de l'autosuffisance. Cette année, avec la collecte, on sera plutôt de l'ordre de 75%. Donc, vous voyez, même si cette année, on aurait pu atteindre l'autosuffisance, avec les aléas, c'est plus compliqué. Heureusement, donc, le stock de report de la récolte précédente a permis de couvrir cette perte de collecte et permettra de répondre aux utilisations de la part des transformateurs. Il faut savoir qu'il y a toujours une part importante de ces deux produits en blé tendre également.
Si on regarde les importations, elles ont diminué, mais pas forcément en proportion à ce qu'elles auraient pu et en prévision de la récolte 2020, elles auraient pu encore plus diminuer. Donc on peut se poser une question effectivement si les importations sont aujourd'hui toujours une variable d'ajustement dans le cas du blé tendre ou plutôt une source d'approvisionnement. Mais en tout cas, les opérateurs sont tous d'accord pour se dire qu'il faut privilégier l'origine France. Vous avez vu également qu'il y a d'autres filières qui se développent et qui vont pouvoir alimenter les marchés, donc soit le sucre, l'orge de brasserie, la pomme de terre. Il y a une forte demande d'aliments riches en protéines et puis l'alimentation animale également tire toujours la production. Donc c'est clair que pour assurer les débouchés, une consolidation des filières est nécessaire et une structuration pour assurer justement la valorisation de toutes ces cultures. Régis, si tu nous parles du prix maintenant. Oui, merci. Si on peut effectivement continuer là-dessus, parce que je crois que c'est une question qui a été particulièrement posée. Donc effectivement, si on regarde l'évolution des prix sur plusieurs années, on voit que contrairement à ce qu'on peut voir en conventionnel, les prix sont relativement stables en production bio. Alors on vous a mis sur la droite les prix moyens entre 2011 et 2020, mais on a du blé meunier à 405 € la tonne, du blé fourragé, donc pour l'alimentation animale, à 293 € la tonne en moyenne. On a toute cette série de prix, mais si on regarde dans le temps, entre 2011 et 2020, finalement les prix ont peu évolué dans le temps. On a une stabilité par rapport au conventionnel qui est rassurante pour les producteurs. Le prix du blé meunier est 2 fois plus cher par rapport au conventionnel. Et puis il y a un autre facteur qui est à prendre en compte sur cette forme de sécurité des systèmes bio, c'est des aides à la conversion et au maintien qui participent à sécuriser le résultat d'exploitation. Alors, ce qui est important aussi à dire, c'est en particulier pour les gens qui se convertissent actuellement à l'agriculture biologique, c'est de s'assurer de son débouché, tout simplement parce que autant il n'y a pas de souci sur les cultures majeures comme le blé, le maïs, le triticale, le soja. Dès qu'on passe sur des cultures, on va dire de niche, le risque est plus important parce que les volumes utilisés sont faibles et donc le marché peut être vite déstabilisé par des volumes qui pourraient arriver de façon trop importante et engorger un marché. Et donc voilà, je pense que c'est important de s'assurer auprès de son organisme collecteur pour voir si quel est le niveau de sécurisation du débouché des cultures qu'on pourrait mettre en place sur son exploitation. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix sont en décalage par rapport à ce qu'on observe un peu partout en Europe. Les prix français sont plus chers, sont plus élevés, ce qui pose quelques problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, ces prix nous empêchent d'accéder à des marchés à l'export. Et donc, l'objectif du marché français, c'est d'arriver à l'autonomie, mais sans forcément dépasser cette autonomie, parce qu'on ne serait pas compétitif sur le marché à l'export. Et d'ailleurs, les prix qu'on connaît aujourd'hui ne permettent pas de répondre à une demande qu'on verra tout à l'heure des consommateurs, qui est du bio moins cher, qui reste aujourd'hui un frein d'accès aux produits bio pour le consommateur, mais on verra un résultat d'enquête juste après. Donc le prix de la tonne de blé en producteur ne doit pas être la variable d'ajustement du marché, parce que voilà, on retomberait dans des travers connus en conventionnel où c'est un élément extrêmement déstabilisant pour l'économie de l'exploitation agricole en bio. Quelle concurrence avec les autres pays européens et puis les pays hors Union européenne sur nos productions? Et puis est-ce qu'en fait un produit bio 100% français c'est possible et est-ce que c'est souhaitable?
Donc une question pour commencer, quel est selon vous le premier pays producteur de grandes cultures bio en Europe? Je vous laisse répondre dans le chat et je vais vous donner la réponse à la diapo suivante. Si on s'intéresse à l'Europe, les surfaces de grandes cultures bio augmentent également. Il y a plus de 2,6 millions d'hectares de grandes cultures en 2017. Bon, les derniers chiffres datent de 2017 et c'est ceux qu'on a à notre disposition. Voilà, tout simplement parce que c'est compliqué d'avoir des chiffres à plus grande échelle, mais on y travaille, on développe des études pour aller dans ce sens. Si on regarde les chiffres, donc effectivement, vous voyez que c'est en augmentation avec de fortes progressions, et notamment entre 2012 et 2017, vous voyez qu'on est à presque 36% de progression. Mais il faut savoir que, comme en France, les filières de grande culture nécessitent d'être structurées et d'être stabilisées. Donc, si on s'intéresse maintenant aux pays producteurs de grandes cultures bio dans l'UE, il faut savoir que les 10 premiers pays producteurs produisent 80% des surfaces de grandes cultures bio dans l'UE. Donc là, vous avez un diagramme qui représente la répartition des surfaces de grandes cultures bio dans l'Union européenne en 2017. Et donc, vous voyez que le premier pays producteur de grandes cultures en Union européenne, c'est la France, en fait, en 2017. Avec 15,1% des surfaces cultivées en grande culture bio. Il faut savoir qu'entre 2012 et 2017, l'évolution de surface de grande culture bio est de 91% pour la France. Ensuite, pour le deuxième pays le plus producteur de grande culture en Europe, c'est l'Italie, avec une progression entre 2012 et 2017 de 57%, puis l'Allemagne avec une progression de 25%. Donc, vous voyez que la France a eu une production ces dernières années énorme par rapport aux autres pays. Si on s'intéresse plus particulièrement aux céréales bio, en 2017, le premier pays producteur de céréales bio, c'était l'Italie, mais en 2018, la France est passée devant. Si on s'intéresse au marché des céréales bio dans l'UE et puis les importations qui proviennent de pays tiers et qui viennent alimenter les marchés de l'Union européenne en 2018, en fait, si on s'intéresse aux céréales bio, ça représente 22% des importations de produits bio de l'Union européenne. Vous voyez qu'on est à 715 500 tonnes de céréales bio importées. Et si on regarde les céréales qui sont importées, c'est surtout du blé et puis du riz qui provient en majorité des États-Unis. Puis il y a d'autres produits qui sont importés. On importe aussi directement de la farine à hauteur de 20 000 tonnes et puis d'autres produits de meunerie. Plus spécifiquement, en provenance, les importations de l'Union européenne en provenance d'Ukraine, en fait, dans la part des importations de céréales bio, on a 27% de céréales qui proviennent d'Ukraine et 40% du blé importé de pays tiers provient également d'Ukraine. Donc ça, c'est aussi souvent une question qui est posée. Si on s'intéresse plus particulièrement aux importations françaises de céréales, elles viennent majoritairement aujourd'hui de l'Union européenne. Il n'y a presque pas d'importation de pays tiers. Il faut savoir que, comme le disait Régis, les importations sont stables à peu près 33% du volume disponible pour les utilisations. Au niveau des espèces, l'orge de brasserie provient majoritairement d'Angleterre ou du Danemark. Au niveau du blé, c'est en grande majorité de l'origine France ou alors de l'origine Europe, Union européenne. Ça fait quelques années que les blés sont plus importés de pays tiers. Mais c'est clair qu'on est en concurrence, comme le disait Régis, pour approvisionner d'autres pays. Au niveau des importations, que ce soit l'Allemagne ou la France, c'est surtout des produits à base de céréales bio qui sont importés en fait, pour contrer les aléas climatiques. Il y a d'autres, mais il y a
des pays qui sont plus dépendants que nous au niveau des importations. C'est le cas du Royaume-Uni, du Danemark, de la Suède ou de l'Irlande. L'Italie exporte pas mal de pâtes et de farine, mais importe également des céréales. L'Espagne, quant à elle, est plutôt exportatrice. Au niveau des pays qui sont plutôt exportateurs de céréales bio, on retrouve la Roumanie qui exporte quasi la totalité de sa production, les pays baltes, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie ou la Finlande. Il faut savoir que dans des pays comme l'Ukraine ou la Roumanie, le marché bio n'est pas mûr. Enfin, les conversions se poursuivent et ils ont une approche très business du bio. Également en Russie, ils projetaient d'arrêter d'importer des matières provenant d'autres pays et d'être autosuffisants en bio, mais en fait, c'est pas encore fait parce que le marché intérieur n'est pas sûr. Il faut savoir que les volumes produits dans ces pays sont très importants et c'est pas forcément très sécurisant pour l'Union européenne et plus particulièrement pour la France. Donc, on sait aujourd'hui que le bio français est sécurisé, c'est vraiment un atout majeur et les opérateurs sont tous d'accord et les industriels français sont tous d'accord pour privilégier l'origine France parce que c'est un gage de qualité, de régularité, de sécurité. Donc, c'est pas... Voilà, on voit très bien aujourd'hui que la tendance n'est pas de se tourner vers des pays tiers pour s'approvisionner en céréales bio. Là, je voulais vous montrer un peu au niveau français 3 situations qu'on retrouve. C'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, on s'apercevait, voilà, quand la collecte diminuait, les importations augmentaient pour compenser des aléas. C'est plus forcément vrai aujourd'hui. Bon, on le voit, c'est toujours vrai pour le maïs, pour le cas de la collecte 2019-2020. Je vous rappelle que je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas vous montrer les chiffres de la collecte 2020-2021. Voilà, quand il y avait une bonne collecte en 2019, les importations avaient très fortement diminué, malgré un bon stock aussi de report. Dans le cas des orges, on voit que la collecte en 2020 a diminué. Les importations ont un tout petit peu augmenté, mais pas en proportion. Et ça, c'est en raison du stock de report qui est de l'année précédente, qui permettait en fait de compenser la baisse de collecte. C'est le cas également du blé tendre. Cette année, comme vous l'avez vu, la collecte est en très forte baisse et le stock de report en fait était très fort. On était à 104 jours de stock de report, donc ce qui est vraiment bien. Et donc les importations ont diminué, mais en fait elles auraient pu diminuer encore plus. Ce qui fait dire qu'aujourd'hui, pour cette filière, comme je vous l'ai dit, les importations sont plus forcément pour certains opérateurs et c'est dommage et les acteurs de la filière le déplorent, mais c'est pas forcément une variable d'ajustement, mais des fois ça peut être une source d'approvisionnement si on privilégie le prix. Il faut savoir aussi que pour sécuriser les besoins de l'aval et les approvisionnements, il faudrait un stock de report pour chaque culture d'à peu près 1/3, ce qui est énorme et on est loin d'y être aujourd'hui. Donc c'est en ça en fait que les importations sont toujours nécessaires aujourd'hui. Et ça pose également la question du financement de ces stocks de report, sur qui va reposer le financement de ces stocks de report. Ça, c'est une vraie question qui se pose au sein de la filière grande culture. Donc, aux questions qu'on se posait, donc quelle concurrence avec les pays UE, hors UE, et puis est-ce que des produits 100% français, c'est souhaitable? En fait, voilà, comme je vous l'ai dit, on se rend compte que les importations aujourd'hui sont nécessaires pour satisfaire la demande quand il y a des aléas climatiques. Donc, il faut privilégier et bâtir des échanges intracommunautaires à la fois pour sécuriser les approvisionnements, mais aussi pour garantir ce triptyque-là, conformité, qualité, quantité, qui sont chers aux utilisateurs de produits bio aujourd'hui.
Et puis, bâtir ces échanges intracommunautaires avec nos voisins européens, en fait, ça serait aussi maintenir des liens avec des opérateurs qui pourraient aussi faire appel à nous en cas d'aléa dans le futur. Mais c'est clairement partagé aujourd'hui au sein de la filière qu'il est vraiment nécessaire de privilégier l'origine France. Et puis, comme je vous l'ai dit, les importations sont toujours nécessaires dans le cas où les stocks de repos en fait, ne sont pas suffisants à ce jour. Je laisse Régis vous présenter la dernière partie de cette intervention. Donc, oui, pour continuer sur la consommation des produits bio, en fait, aujourd'hui, quelles sont les attentes des consommateurs sur cette offre de produits bio? Ça, c'est un sondage une enquête qui a été réalisée par l'agence bio, hein, sur est-ce que l'AB répond aux attentes des consommateurs. Donc la question était consommer bio, pourquoi? Donc pour 60% des Français, c'est d'abord pour la santé, qui est loin finalement devant les 45% qui achètent du bio pour l'environnement. Ils peuvent acheter du bio pour les deux d'ailleurs, hein, mais c'est d'abord pour la santé qu'ils achètent du bio. 82% des Français font confiance aux produits bio, hein. Les velléités des consommateurs, c'est qu'ils veulent manger et consommer des produits bio locaux. Et puis il y a aussi des attentes fortes en consommation hors domicile, donc restauration collective en particulier, hein, où souvent il y a des contrats qui sont passés entre les collectivités locales et des filières locales de produits bio. Donc ça, c'est des choses qui existent. Si on regarde un peu plus dans le détail, hein, aujourd'hui, en 2019, le chiffre d'affaires bio, c'était 12 milliards d'euros, hein, plus 13,5% par rapport à 2018. La consommation des ménages a doublé en 5 ans, hein, 6% d'augmentation en 2019. Et puis, il y a des produits qui montrent un peu des extrêmes, hein. Si on prend la bière bio, les augmentations atteignent 24% par rapport à 2018. Les produits les plus consommés, ce sont les œufs. Et les produits bio, aujourd'hui, sont majoritairement distribués par les grandes surfaces. La grande distribution qui, à elle seule, fait 55% de part de marché. Alors, et demain, si on regarde un petit peu dans le détail, hein, que pensent les Français sur les produits bio? Quels sont les principaux freins à la consommation? De loin, la première réponse, c'est les produits bio sont trop chers, à 80%. Une notion qui augmente aussi, hein, c'est il y a plus en plus de doutes sur le fait que les produits soient totalement bio. C'est-à-dire qu'il y a un problème de confiance finalement du consommateur qui naît, alors qu'on n'avait pas ça auparavant. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est augmenter la production, c'est bien, mais il faut aussi maintenir les niveaux de qualité. Il faut se poser la question à quel niveau de prix, parce que la question qui va rapidement se poser à nous, hein, est-ce qu'il va falloir produire des produits bio de masse accessibles à tous, ou se concentrer sur des produits bio de qualité à haute valeur ajoutée, mais qui ne sera pas accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est une vraie question pour les filières, hein. Et donc, l'enjeu de demain, c'est augmenter la production, c'est une chose, pour répondre à la demande, mais il va falloir maintenir la qualité, faire attention au prix payé aux producteurs, et à la confiance que pourra avoir le consommateur vis-à-vis de ses produits bio. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de confiance, ça sera aussi un frein au développement de l'agriculture bio. Et puis, il faut avoir en tête aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de labels, entre guillemets, concurrents, qui naissent, hein. On va dire que c'est la réponse du conventionnel qui se lance sur des cahiers des charges nouveaux, qui peuvent tout à fait aussi satisfaire le consommateur. On parle
de zéro résidu, de zéro pesticide, des choses comme ça, qui correspondent bien au chiffre des 66% de gens qui doutent, qui ont des doutes sur les produits bio. Donc tous ces éléments sont importants à prendre en compte pour l'organisation des filières. Donc, pour conclure sur tout ça, la filière française doit rester de qualité, et qui nécessite d'être consolidée par justement cette organisation de filière. On a un contexte économique qui est aujourd'hui favorable. Alors, je ne sais pas quelles seront les conséquences de cette crise sanitaire actuelle, mais bon, on peut être confiant quand même s'il y a des doutes qui naissent. Une diversification des territoires pour contrer les aléas climatiques, donc ça c'est important. La diversification, c'est une forme de sécurisation de la production, parce que si on mise une production dans une région particulière, comme on a des aléas climatiques de plus en plus fréquents, eh bien on peut avoir des déstabilisations de la production qui peuvent vite apparaître, en particulier pour les cultures de niche, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça nécessite aussi des coopérations suprarégionales pour justement organiser les flux, pour faire correspondre au mieux l'offre et la demande suprarégionale. Et puis il y a encore des questions qui sont encore à creuser. Quelles seront les concurrences des pays tiers? Quels seront l'avenir des aides au maintien? Quelles seront les conséquences des changements de réglementation? Tout ça, c'est des éléments qui viennent un petit peu troubler le paysage, sans l'obscurcir néanmoins, mais qui donnent un petit peu plus d'incertitude sur l'avenir. Merci à tous d'avoir participé à cette session. Vous pouvez nous contacter suite à cette session si vous avez d'autres questions. Vous avez nos coordonnées ici. Merci à tous, à bientôt.